Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de la Tribune TVHR. Avant de vous parler du menu de l'émission, j'aimerais souligner le départ d'un grand de la culture dans la région du Haut-Richelieu, Guy Boulanger. Le directeur général de l'ASPEC quitte après 35 ans à la barre de organisme qu'il a mis au monde et qui a fait rayonner la culture dans le Haut-Richelieu. C'est aussi le départ de Claude Lefebvre, qui est président du conseil d'administration depuis plus de 20 ans. Ces deux personnes seront d'ailleurs mes invités un peu plus tard dans la saison pour faire un bilan des 35 ans de l'ASPEC. C'est Isabelle Laramé, actuelle directrice des communications de l'ASPEC, qui remplacera Guy Boulanger à compter du 1er janvier. J'aimerais lever mon verre à Guy Boulanger et à Claude Lefebvre pour tout ce qu'ils ont fait pour la culture dans le Haut-Richelieu. Aujourd'hui à l'émission, nous recevrons Alexandre Roussel, qui est le président de ébénisterie Armoirex, qui déménage dans le parc industriel du quartier Saint-Luc. Armoirex qui célèbre cette année ses 47 ans d'existence à Saint-Jean. Et mon premier invité, lui, il anime une série sur un phénomène, une situation chez les hommes qui était peu connue, soit l'andropause. L'andropause sans tabou, une série de 5 épisodes qui est diffusée sur Tout.tv, et c'est Hugo Gérard qui anime cette série qui est avec nous aujourd'hui. Hugo, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. D'où est venue l'idée de faire cette série sur l'andropause? Bien, c'est très simple. J'ai passé par là, mais je ne savais pas c'était quoi. Fait que pour moi, ça s'est démontré par une fatigue foudroyante. J'étais vraiment tout le temps fatigué. J'avais de la misère à fonctionner. J'avais de la difficulté à me lever. Il fallait que je m'arrache du lit. J'arrivais à faire mes choses, mais c'était vraiment difficile. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé à avoir des trous de mémoire. Ah oui? Oui. Puis, je commençais à me demander, est-ce que je commence à faire de l'Alzheimer? Ensuite, je prenais du poids malgré que je mangeais bien, que je faisais ma routine d'exercice puis d'activité physique. Mm-hmm. Fait que là, j'ai fait, il y a de quoi qui cloche. Fait que là, j'ai eu le réflexe d'appeler mon médecin. Ça fait des années que je me fais suivre depuis mes années de compétition. Donc, pour moi, c'était comme naturel. Il y a de quoi qui clochait. Je ne savais pas c'était quoi. Puis, j'avais comme été voir un peu là, sur des réseaux, pas des réseaux sociaux, mais sur Internet, s'auto-diagnostiquer, ce qu'il ne faut pas faire. Là. Puis là, je commençais à me poser des questions. Si-tu ma glande thyroïde, il y a quelque chose qui cloche. On a fait prendre des prises de sang, puis là, moi, l'a annoncé. Puis, lors de l'annonce, j'ai été surpris parce que je ne connaissais pas l'andropause. Ce qui m'a surpris, c'est lorsque j'ai vu l'ensemble des symptômes. Et là, tu réalises qu'il y en a beaucoup plus que ce que tu crois. Puis, une autre affaire qui m'a surpris, c'est que la plupart des hommes vont se faire traiter pour la dépression et non l'andropause parce qu'une des résultantes de l'andropause, c'est de t'emmener en dépression. Ouais. Et lorsque le médecin m'a annoncé que c'est là que je me dirigeais, ça, je savais c'était quoi. Et ça m'a énervé quelque peu, là. Puis après avoir pris conscience que là, finalement, il y avait des solutions, qu'on pouvait s'en sortir, et que là, comme on le disait, si moi je ne le sais pas, il doit y en avoir d'autres qui ne le savent pas non plus. C'est ça. Puis ce qu'elle m'avait mentionné aussi, c'est que souvent, c'est les femmes, les conjointes des hommes qui en parlent à leur médecin, parce que les hommes ne veulent pas aller consulter. OK. Puis comme ils ne peuvent pas traiter les hommes à travers leurs conjointes, s'ils ne se rendent pas là, quand ils arrivent chez eux, ça ne va pas bien. Je me suis dit, je pense qu'il y a un manque à ce niveau-là. Puis j'ai initié le projet en contactant ma maison de production du projet qui est Trio Orange, qui, eux, en ont parlé au diffuseur, qui est Tout.tv. Ouais. Puis à partir de là, la machine s'est engrangée. Puis là, on l'a fait. Puis à travers tout ça, j'ai appris beaucoup. Je pense qu'on a réussi à mettre ensemble, à donner un produit qui est beau, qui est bon, qui est intéressant, qui est éducatif et qui va faire une différence. Ouais. D'ailleurs, on va écouter un extrait de la bande-annonce et puis on revient tout de suite après. J'en parle au médecin. Elle semble pas connaître ça. Je disais que j'étais fatigué, il me mettait ça sur la faute de la vieillesse. Tu sais, nous autres, dans le gars, on parle du quotidien, mais on rentre pas dans ce personnel-là. L'andropause dans le milieu médical, c'est peu connu encore. C'est très compliqué à diagnostiquer. Je veux faire en sorte que les hommes qui vivent la même chose que moi puissent savoir quoi faire. Mets ton orgueil de côté, parce que le but, c'est de reprendre le contrôle de ta vie avec soit trop tard. Donc, on le voit dans la bande-annonce, tu as rencontré plusieurs experts, plusieurs spécialistes pour essayer de comprendre le phénomène. Est-ce que tu en as appris davantage? J'en ai appris beaucoup plus que j'en savais au début.
Ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que la vieillesse qui viennent influencer l'andropause. À l'époque, on s'entend, c'est directement relié au fait qu'on arrive à un certain âge, mais de plus en plus, les hommes en sont affectés de plus en plus jeunes. Oui, c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs en regardant ta série, c'est que c'est ça, c'est pas une maladie. D'habitude, c'est peut-être à début quarantaine et tout ça, mais là, fin quarantaine, début cinquantaine, ça. mais maintenant, là, il y en a fin vingtaine, dans trentaine, dans quarantaine, et c'est relié à des facteurs environnementaux. Ensuite, des habitudes de vie, la consommation d'alcool, le tabagisme, l'utilisation de drogue, et par la suite, le manque de sommeil, la nutrition. Fait que j'ai réalisé, à travers le projet, que finalement, j'aurais aimé avoir ces conversations-là ou avoir accès à cette information-là quand j'avais 30 ans. Ouais, OK. Beaucoup de choses que j'aurais fait de façon différente. Est-ce que ça aurait pallié? Est-ce que ça aurait repoussé? Je pense que tout ce qu'on peut faire qui fait en sorte de nous donner une chance de mieux vivre, c'est un point gagnant. Mais en fait, c'est le conseil que tu donnes d'abord et avant tout aux gens, c'est d'améliorer la qualité de vie, dans le fond, pour justement pallier peut-être à ça. Hein? Oui, c'est d'améliorer ses habitudes de vie. Habitudes de vie, Parce que OK. améliorer ses habitudes de vie vont améliorer ta qualité de vie. Ouais. Et ce qui fait en sorte que si c'est pour arriver, écoute, l'âge, malheureusement, on passe tous par là. L'horloge tourne du mauvais bord. Fait qu'on va tous finir à être vieux. Oui. Mais est-ce qu'on peut être vieux et en santé? Est-ce qu'on peut être vieux et encore être productif? Est-ce qu'on peut être vieux et encore avoir une belle qualité de vie? Oui. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation. Et ce que j'ai appris à travers ce reportage-là, c'est que finalement, on manquait d'informations, on manquait d'éducation. Et c'est pas vrai qu'en rendu à 50 ans, on est rendu vieux. On n'est pas un bonhomme à 50 ans. On est rendu à un certain âge, mais il reste encore plein de belles années. Mais comme quelqu'un me disait, l'âge, c'est un chiffre, dans le fond. C'est se sentir bien, peu importe l'âge. Et si on peut s'aider le plus tôt possible, c'est encore mieux, je pense. Hein? Je pense que c'est vaut mieux prévenir que guérir, comme oui, on dit. exactement. Tu disais que les réactions étaient très bonnes sur la série et qu'il y a même des répercussions. En fait, tu as entendu des commentaires venant d'Europe même. Oui, j'ai passé une entrevue pour la télé européenne. Ah oui. Donc, je pense que ça a fait écho à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps. On avait fait l'exercice, puis on l'a fait ensemble, l'exercice. Oui, il y a des reportages qui ont été faits sur l'andropause, mais ça n'a pas été vraiment démystifié. Je pense que ce que Véronique Cloutier avait fait avait été un pas dans la bonne direction pour la ménopause. Oui. Puis là, l'andropause, puis je vais être parfaitement honnête là-dedans, si je n'avais pas passé par là, est-ce que j'aurais eu le réflexe de le faire? Probablement pas. Mais dans la vie, il n'arrive jamais rien pour rien. Donc, je pense que ça m'est arrivé, puis j'ai eu la brillante idée d'initier le projet. Puis, juste à voir le nombre de témoignages que je reçois à tous les jours depuis que la série est sortie, je réalise que ça aide beaucoup de gens. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent et beaucoup de femmes qui m'écrivent pour leur mari. Puis, il y en a qui sont très touchants parce qu'il y en a que ça fait des années qu'ils sont pognés avec ça et qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. Et que leur médecin ne le trouve pas non plus. Ah oui, hein? Oui. OK. Parce qu'au début, là, pour revenir un peu aux symptômes, ça ressemble un peu à un burn-out. Parce que quand tu commençais à expliquer les symptômes que tu avais, à première vue, on peut dire, si je t'avais connu à l'époque, je t'aurais dit, Hugo, tu fais une dépression. Ben oui, c'est parce que j'ai un agenda très chargé, tu es occupé, tu es très actif. Puis là, le facteur fatigue, tu es habitué de dealer avec. C'est juste que là, il était beaucoup plus lourd. Fait que ton réflexe est, je suis en dépression, tu es en burn-out. Puis quand tu vas voir ton médecin avec tous ces symptômes-là, c'est le réflexe qu'il va avoir aussi. Oui. Et par la suite, vous allez le voir si vous écoutez la série, s'ils font un test, parce qu'on va faire un test de testostérone pour savoir si c'est ça ou pas, si on ne fait pas le bon test, à ce moment-là, tu peux sembler avoir un taux normal, mais ça ne veut pas dire qu'il est normal. Oui. Parce qu'il y a 3 tests à faire pour pouvoir déterminer si tu es en andropause ou pas. OK. Et tu dis que maintenant, c'est médicamenté, on peut se soigner de ça? Oui, ils nous donnent des hormones, puis là, on rétablit un niveau d'hormones qui est normal. Et ça, c'est un processus qui peut prendre un certain temps, dépendamment à quel niveau on est rendu dans l'andropause, pour pouvoir rétablir, je dirais, ton niveau normal et que ton corps reprenne les facultés qu'il avait perdues. Donc, j'ai été chanceux. Dans mon cas, à moi, on a parlé à peu près 1 an. Le cycle. Okay. On s'entend qu'1 an dans une vie, c'est quand même beaucoup de temps. Oui. Donc, si ça prend 2-3 ans, dans la série, on rencontre un homme
Ça fait 8 ans. Ça a pris 8 ans avant qu'on trouve une solution. 8 ans, c'est à peu près un dixième de sa vie. Oui, exactement, exactement. Puis vivre avec les symptômes, c'est pas évident non plus. C'est pas évident parce que ça, on parle de tous les impacts que ça peut avoir sur ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ensuite ta vie sociale. Tu n'en as plus d'énergie, tu n'es plus là. Si tu es en dépression tout le temps, on s'entend, la joie de vivre n'est plus là. Non, exact. Puis là, on n'a pas tombé dans les problèmes au niveau de dysfonction sexuelle qui vont avoir un impact majeur sur la vie de couple. Donc, finalement, la santé hormonale, c'est important. Oui. Est-ce que, durant la recherche de tes émissions, est-ce que tu as senti que c'était quand même plus répandu qu'on pensait, cette maladie-là? Est-ce qu'on peut parler d'une maladie? Ou un état de vivre? Un état? Oui, je pense que... Je ne sais pas si c'est la maladie, c'est le bon terme. Oui, non, c'est ça. Ouais. Une chose est certaine, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, parce que je pensais, pour faire le projet, j'avais beaucoup de réceptivité. OK. Mais je devais quand même expliquer pas mal c'était quoi au niveau des symptômes, comment je me sentais. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres qui se sentaient comme moi, puis ils étaient très curieux. Par contre, depuis que la série est sortie, c'est incroyable le nombre de témoignages où ce qu'ils me disent « Je le sais, c'est ça que j'ai, j'appelle mon médecin, je veux me faire tester ». Donc là, on se rend compte que finalement, les hommes sont peut-être plus réceptifs qu'on le pense. Ben, en tout cas, je pense qu'on est d'une génération où on est de plus en plus ouvert à notre état de vivre, puis à le dire aussi, parce que les hommes, généralement, sont plus renfermés sur ces affaires-là. Oui, mais vous savez, on n'a pas tendance à parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Exact. Donc, je pense que de pouvoir mettre un mot sur certains symptômes fait en sorte que là, ils sont plus ouverts à en parler. Parce que d'aller parler de quelque chose que tu ne connais pas, à part pour te plaindre et passer pour quelqu'un qui est tout fatigué, c'est pas très le fun. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, ça, c'est à suivre sur tout.tv. C'est disponible, là. Il y a 5 épisodes. Oui. Exactement. Je voudrais parler d'un autre projet aussi. Ça, c'est vraiment amusant. Je me suis beaucoup amusé à regarder ce podcast. C'est Hugo Sans Limite. On va regarder un extrait pour mettre un peu l'ambiance de ce podcast-là, puis on revient tout de suite après. 40 livres à peu près? 35? 25? 22? 50! Je veux que ça soit marqué 50 à l'écran! À la boxe, il y a des gants. UFC, il y a des gants. Au hockey, il n'y a pas de gants. Il y a plein de gars qui ont dû prendre la retraite après s'être battus contre moi. Donc, c'est Hugo Sans Limite. En fait, c'est que tu mets des personnages un peu en dehors de leur zone de confort. Écoute, je rencontre des gens qui ont fait des choses extraordinaires, mais qui sont ordinaires. Mettons ça comme ça. OK. Et qu'on a une discussion où ce que j'apprends à les connaître autrement. L'idée m'est venue parce qu'on fait beaucoup d'entrevues. Les gens te posent des questions. Et ça tourne souvent autour des choses pour lesquelles on te connaît déjà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement les choses qu'on ne connaît pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu as fait? Puis qu'est-ce qui t'a emmené à être la personne que tu es maintenant? Et ça, je trouve ça vraiment... pour moi, c'est quelque chose, non seulement que je trouve intéressant, mais ça me fascine. Ouais. Parce que on peut apprendre de ces rencontres-là. Fait que le but, c'est vraiment d'avoir une discussion. C'est fait comme si on était deux chums, qu'on a une discussion ensemble. Puis je pose des questions que je me pose vraiment. Donc, je n'ai pas un objectif réel derrière tout ça ou de me diriger quelque part. Ce que je veux, c'est d'apprendre à la connaître. Puis je pense que si moi, j'apprends à la connaître, les gens qui le regardent apprennent à la connaître aussi. Ouais. Puis ce qui est plaisant aussi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait qu'il y a des gens qui connaissent puis qui ont appris des choses parce qu'on le regarde sous un autre angle. Oui, puis c'est fait de façon décontractée, fait que les gens, souvent, ont plus tendance à se confier à ce moment-là, puis à dire des choses qu'on ne connaît pas nécessairement. Ouais. Vous savez, puis moi, là, je me suis inspiré de la série À vos risques et périls, où je me rendais dans les quartiers dangereux aux États-Unis, rencontrer des gens qui vivaient dans leur quartier, parce que c'est ça que je faisais. J'avais des discussions avec des gens pas très recommandables, dans des quartiers peu recommandés. Puis là, moi, je m'intéressais à leur mode de vie. Qu'est-ce qui les a emmenés à vivre comme ils le font? Puis je me suis dit, si je suis capable de le faire avec des gens que je connais pas, dans des milieux hostiles, avec des gens qui sont peu recommandables, bien, sûrement que je suis capable d'aller chercher quelque chose d'intéressant avec des gens qui ont accompli des choses et qui ont de quoi dire. Oui, puis tu disais avant l'entrevue que le podcast marche de façon extraordinaire. Là. Les réactions sont vraiment très bonnes. Au-delà de nos attentes, les objectifs pour la première saison, qui est 13 émissions, 13 semaines, donc un par semaine,
On les a dépassés en 6 semaines. Fait que c'est vraiment incroyable. Donc, il y a une belle réaction. Le nombre de followers ou des gens qui s'abonnent, le nombre d'abonnés augmente à chaque semaine. Fait qu'on est très contents. Puis je pense qu'à travers tout ça, c'est qu'on s'amuse. Je fais ça avec la même gang que j'ai fait justement le reportage sur l'entrepôt. OK, d'accord. Donc, c'est tous les professionnels qui travaillent en télé. Puis les sujets qu'on choisit, on se met autour de la table, puis on les choisit ensemble. Parce que je me dis, si on est plusieurs autour de la table, puis ça intéresse tout le monde, tout à fait. On va intéresser plus de monde, je pense. Tout à fait. Hugo Gérard, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. Bonne chance pour la série sur l'andropause et pour Hugo Sans Limites. C'est fort intéressant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci. On revient après la pause. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Bonjour, ici Marie-André Leblond. J'anime pour vous la toute nouvelle émission Zone Culture où à chaque semaine, je vous invite dans une virée. On va rencontrer des gens passionnants qui font de la culture ce qu'elle est ici, dans la belle région. Zone Culture les lundis 19h à TVHR. Le 24 octobre dernier, l'entreprise Armoirex de Saint-Jean-sur-Richelieu inaugurait ses nouvelles installations dans le secteur Saint-Luc. Et pour nous en parler, on a le président de l'entreprise, Alexandre Roussel. Bonjour, Alexandre. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Je pense que ça va bien aussi parce que là, on parle d'expansion, on parle de nouvelles installations. Parle-nous un peu de la raison pour laquelle vous déménagez à Saint-Luc. Le manque d'espace, les installations désuètes là-bas, on était restreint aussi dans l'agrandissement qu'on pouvait avoir. Parce que vous étiez dans le quartier Saint-Eugène, hein, oui, c'est ça? Exactement, au 180, Jacques-Cartier-Sud. Puis, c'était très limité là-bas, c'était résidentiel. On est industriel léger, nous. Ouais. Fait que, tu sais, les agrandissements de ce building-là, de cette place-là, étaient très restrictifs. De nous permettre ça, dans le fond, d'envisager un déménagement était plus raisonnable à court terme. C'est ça. Et vous avez eu l'occasion, donc, de vous installer Qu'est-ce qui vous a plu dans le secteur où vous êtes actuellement? La proximité des autoroutes, la grandeur du terrain, le parc, dans le fond, c'est un parc industriel. Les camions, ils n'ont pas de difficulté à trouver l'emplacement. Ils n'ont pas... c'est vraiment, là, c'est... Peu importe l'aspect, c'est positif là, d'être là-bas. Là. C'est plus proche, c'est plus centralisé dans la ville aussi. Si on a à se déplacer en Montérégie, là, ça se fait vraiment de façon plus aisée. Qu'est-ce que ça va amener au niveau de la production? Est-ce que ça va l'augmenter de façon substantielle? On double notre production avec la bâtisse qu'on s'est construite. Puis, c'est vraiment un court terme, là, c'est de doubler. On est dans nos objectifs en ce moment. On avait peur avec l'après-COVID, la hausse des taux d'intérêt. Notre projet était exactement dans ce timing-là, si on veut. Fait que c'est quelque chose qui nous stressait. Mais là, on voit que ça repart. On est rendu en mars, je crois, là, dans nos projets là, à livrer. Puis on a encore de la demande, beaucoup de demandes. Des gros contracteurs aussi là, qui nous font beaucoup de demandes là, pour des gros projets commerciaux. Quand on parle de clientèle, là, je pense que c'est 30 de résidentiel, 70 industriel à peu près? Oui, exactement. Ça n'a pas toujours été ça. C'était plus 70 résidentiel, 30 commercial. J'ai poussé très fort dans les dernières années pour inverser ça parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de potentiel aussi au niveau du commercial. Pas que le résidentiel est plate, c'est tout le contraire. Là. Le résidentiel est super le fun à faire aussi pour les gars en usine. C'est quelque chose de toujours plaisant à faire, une cuisine. Mais il y a beaucoup de projets commerciaux là, qui étaient plus challengeants. Je voyais ça comme un challenge, une façon de faire là, qui était plus demandante, qui demandait plus de réflexion. Puis ça m'intriguait. Puis j'ai poussé vers ça. Là, puis on se challenge, moi puis Stéphane, là, qui est mon partenaire là, d'affaires. Là, puis je trouve ça intéressant.
Il y a deux choses que j'ai remarquées dans les nouvelles installations. On en a parlé avant l'entrevue, c'est l'installation d'une aire pour les employés, là, une espèce de gymnase. C'était important pour vous, ça, de faire ça pour satisfaire les employés? Oui, c'était, comme j'ai dit tantôt, une demande grandissante. J'ai vraiment voulu pousser pour la forme physique. Je trouve que c'est un atout, c'est un plus pour nous d'offrir ça à nos employés. C'est quelque chose d'agréable, je pense, là, pour tout le monde. Je pense que, c'est... Après réflexion, je regrette pas le fait que ça prenne de la place dans l'entreprise. On aurait pu faire, oui, des bureaux, mais je pense que avoir quelque chose d'un peu plus interactif aussi sur son lieu de travail, là, c'est quelque chose de positif. Je pense qu'on est rendu à une période, là, surtout après avoir vécu la COVID, où je pense qu'il faut garder les employés, il faut les satisfaire. Je pense que ça s'inscrit là-dedans, là, et ça pourrait servir de modèle à d'autres entreprises pour tisser des liens à l'intérieur de l'entreprise. Hein? Oui, bien, tout à fait. C'est une façon de garder nos employés. C'est une façon aussi là, de se démarquer dans le marché. Je ne sais pas si je réponds à votre question en disant ça, là, mais c'était vraiment ça l'objectif. Puis de donner ça à mes employés, j'en suis très fier. Ouais. Puis il y a aussi l'aspect environnement. Vous voulez favoriser l'environnement de quelle façon avec cette usine? Bien, tu sais, on a un meilleur système de récupération de poussière. Le système qu'on a en ce moment, il s'adapte aux machines, à la demande. L'environnement, on la respecte de façon éco-énergétique aussi. Notre building est éco-énergétique avec les nouvelles normes en 2023. Les vieilles normes, dans le fond, on chauffait à l'extérieur. Les toits n'étaient pas isolés. Maintenant, on respecte toutes les nouvelles normes. Au Québec, on était vraiment en retard à ce niveau-là. Là, on le rattrape. On commence à le rattraper. J'ai une meilleure efficacité au niveau de mes machineries, comme que je disais, éco-énergétique. On a un système de récupération de chaleur aussi dans la chambre mécanique qui injecte l'air chaud dégagé par les machines à l'intérieur de l'usine l'hiver, ce qui permet une réduction là, de consommation d'énergie. Depuis la pandémie, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous l'avez vécu, ça? Je la ressens pas. Non? On n'est pas beaucoup. Je suis quelqu'un qui est très planché. J'aime me déplacer, parler à mon monde de bureau en bureau, m'assurer que tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Je garde mon monde. J'essaie de les traiter aux petits oignons, là, si on veut. Là, puis c'est vraiment important pour moi. Oui, il y a une certaine pénurie de main-d'œuvre en un sens, mais quand j'affiche des postes, j'ai souvent des gens qui appliquent, puis habituellement, je les garde. Ouais. En procédant au déménagement des installations, est-ce que ça vous augmentez le nombre d'employés, forcément, puisqu'il y a une augmentation de production? Oui, exactement. Je passe de 13 à 18. Là, on n'est pas tout à fait 18. Je me souviens plus. Je pense qu'on est 16. Mais tu sais, puis j'ai encore de la sous-traitance au niveau de l'installation. Les installateurs, c'est quand même une denrée rare là, dans le domaine. Puis, mais c'est ça. On essaie d'augmenter nos employés de façon à produire de façon plus efficace et plus ordonnée. Mais c'était pas mon objectif principal, la création d'emplois dans un cadre de pénurie de main-d'œuvre. Mais malgré tout, j'ai besoin d'engager d'autres emplois. Est-ce qu'il y a des projets, vous souhaitez donc doubler la production. Est-ce que ça se fait au Canada, États-Unis? Est-ce qu'il y a des plans d'expansion? Non, pas tout à fait. Je reste au Québec. Je vais à Mont-Tremblant. Je m'en vais à Mansonville. Je voyage un peu. Mais d'exporter aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est prioritaire pour moi. Okay. Je pense que de servir nos clients québécois de façon adéquate puis efficace, c'est quelque chose de plus prioritaire pour moi que de dire, OK, think big, je m'en vais aux États-Unis. Mais non, je suis pas de ce genre-là. Ça a été fondé, je le mentionnais en début d'émission, en 1977. Vous êtes donc arrivé en cours d'expansion parce que, à vous regarder, donc vous n'étiez pas là à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vous remarquez de cette entreprise-là là, qui est bien ancrée à Saint-Jean-sur-Richelieu? Il y a des
Bonne valeur. C'est un beau métier, c'est une belle entreprise. C'est de père en fils. Puis là, moi, je suis là à prendre la relève avec Jonathan Desormiers aussi, qui est avec moi. Puis j'essaie aussi d'intégrer un peu mon frère Sébastien Roussel, là, qui est plus avocat. Lui, il m'aide beaucoup pour les contrats. Mais de voir c'est de servir le client, mais pas à la tonne. C'est l'attention, le souci du détail, je pense. Fait que, c'est une entreprise qui est comme ça, qui a servi le client puis la satisfaction client à cœur. Puis c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux avec mes employés, les satisfaire, les combler de façon le mieux possible, dans le fond. Puis c'est à même titre là, pour les clients. En fait, donc c'est la même approche un peu avec les clients que vous le faites avec les employés, là, la satisfaction et le bonheur avant tout. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Il faut que mon employé soit satisfait et content à même titre que mon client. Vous mentionniez aussi, parce qu'il y avait un publi-reportage la semaine dernière dans le Canada français, et on mentionne dans le publi-reportage que vous voyez l'avenir avec optimisme. De quelle façon? Bien, il y a beaucoup de demandes. Il n'y a pas beaucoup d'experts en la matière au niveau des contrats commerciaux. Je vois l'avenir d'un bon œil dans le sens qu'on n'a pas manqué de job, on n'a pas eu à la chercher non plus. J'ai beaucoup de demandes. C'est vraiment, là, les prochaines années, là, le court terme, là, ça va vraiment être de moderniser et optimiser mes machines, nos façons de faire. Ce qui n'est pas sorcier, je cours pas après mes contrats d'un bord puis de l'autre. Fait que là, comme je vous dis, là, ça va être d'embaucher prochainement un chargé de projet, un dessinateur technique, un acheteur. J'ai un petit peu de place dans mon usine, mais pas tant que ça. J'ai embauché récemment 2 nouvelles personnes, 2 jeunes. Puis je trouve que ça va bien. Je trouve qu'on a une bonne gang, on a un bon esprit d'équipe. Puis le long terme reste à voir. Alexandre Roussel, merci beaucoup de nous avoir présenté votre entreprise Armorex. 47 ans, on vous en souhaite au moins 47 autres. On l'espère. Et puis, bonne chance dans vos projets. Bien, super, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.